Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vais accueillir le premier invité de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Jean-Philippe et il va nous parler des ruches du Haut-Allier. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez donc du miel, mais également du pain d'épices et des spiritueux de fleurs. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, elle concerne votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'apiculture ? Alors l'apiculture était pour moi au départ un loisir. Et puis sur une évolution de projet de vie, on va dire, la tentation de professionnaliser ce loisir est apparue. Et à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir une petite fenêtre de tir qui s'est présentée avec de belles opportunités. Et du coup, j'ai fait le grand saut, j'ai saisi cette opportunité. Vous avez bien raison, dans la vie, il faut savoir saisir les bonnes opportunités. Alors du coup, de combien de ruches disposez-vous sur votre exploitation ? Alors c'est une exploitation de petite taille, on reste à taille humaine, je suis entre 200 et 240 ruches selon les variations qu'on peut avoir en saison. Ça s'explique pour deux facteurs, c'est que le premier, à côté de la production de miel, je fais aussi de la transformation alimentaire, donc ça me prend un petit peu plus de temps. Et la deuxième chose, mon activité est principalement en vente directe. Donc là aussi c'est pareil, le temps que je passe sur les marchés, c'est du temps que je ne passe pas avec mes abeilles. Donc on est obligé d'adapter la voilure au modèle économique de l'entreprise. Bien sûr, mais c'est également important de consacrer un peu de temps à ses clients aussi. Tout à fait. La relation client était pour moi un des points les plus importants. Le choix de travailler en vente directe, c'était vraiment par une volonté de rester en contact avec le monde de manière en général, de ne pas travailler de façon isolée, mais aussi d'avoir ces échanges réguliers qui sont assez constructifs, je dois dire. Bien sûr, vous avez raison. Et alors, quel type de miel proposez-vous ? Alors, on est sur des miels très locaux, il n'y a pas de ruchers qui sont expatriés dans d'autres régions. Je travaille principalement sur les gorges de l'Allier, la partie gorge haute, pour être plus précis, avec une petite infidélité pour les productions de sapins où je me déplace dans le Forez. Il n'y a pas de ruchers là, pour le moment qui sont expatriés dans le sud sur de la lavande ou sur du thym, du romarin comme certains le proposent. Là, j'ai eu une volonté de rester vraiment sur une production authentique, une production auvergnate. D'accord, vous allez jusqu'au Forez, vous venez donc jusqu'à chez nous, j'ai envie de dire, puisque nous, on est dans le Livradois Forez en soi, donc on est des voisins finalement. Ah mais on est même très voisins, vu que mon premier rucher, le plus proche de chez vous, est du côté de Landes-sur-Adagnon. Ah oui, effectivement, Landes-sur-Adagnon, on connaît bien, effectivement, ça n'est pas très loin du tout. Alors, du coup, les propriétés du miel sont-elles différentes selon leur origine ? Alors oui, selon la plante butinée par l'abeille, on va avoir des variétés de propriétés qui vont correspondre aux propriétés initiales de la plante elle-même. Pour illustrer, souvent la principale propriété du miel que l'on connaît en hiver, c'est soigner les maux de gorge. Donc dans ce cas de figure, on va avoir par exemple les miels de ronces, les miels de sapin qui sont les plus réputés, mais aussi le miel de tilleul par exemple. D'accord, eh oui, et j'imagine que le goût du miel varie également beaucoup selon les types. Alors là aussi, le panel des saveurs va vraiment être assez large. On peut aller d'un extrême à l'autre, si l'on peut dire, avec des notes très fleuries pour tout ce qui est miel de prairie, miel de montagne, des notes boisées avec les miels de sapin, de châtaignier, voire même des notes amères pour le châtaignier et le sarrasin. D'accord, oui, donc c'est effectivement très très variable pour le coup. Et alors, pour vous, quelles sont les étapes importantes à respecter pour avoir un miel de qualité ? Alors, la première étape sera bien entendu le choix de l'emplacement où l'on va essayer de récolter ce miel-là. Donc, il va falloir sélectionner un emplacement où la réponse florale sera suffisante pour avoir une récolte satisfaisante. Des conditions météo qui, au moment du retrait des hausses, sont favorables avec des taux d'humidité le plus bas possible, ce qui permettra derrière de s'assurer que le taux d'humidité du miel en lui-même permet son conditionnement. Pour illustrer cette problématique, tout simplement,
l'abeille, lorsqu'elle butine une fleur, récolte du nectar. Par échange trophalaxique, elle va faire évoluer ce nectar en miel. Ce procédé va aussi consister à déshumidifier le produit. Et en général, lorsque l'abeille opercule le rayon de miel, ça veut dire que le miel est arrivé au bout de son processus de déshumidification. Si ce processus-là n'est pas satisfaisant, le problème que vous allez avoir, c'est que le miel va se mettre à fermenter. Grosso modo, c'est un peu le principe de l'hydromel. Un peu d'eau, un peu de miel, et vous obtenez une fermentation. Ah oui, donc l'hydromel c'est très bon, mais c'est vrai que le miel ça lui donne un goût très particulier, donc forcément on n'a pas vraiment envie d'en avoir dans son pot pour le coup. Donc ce qui va se passer pour l'hydromel, en fait, on est sur une recette maîtrisée. On a un volume d'eau défini pour un volume de miel, ce qui permet sur une fermentation d'avoir vraiment un affinage de cette fermentation et avoir une substance après qui a un goût appréciable. Pour un pot de miel, on va se retrouver sur de l'entre-deux, donc à un moment où c'est pas très agréable du tout, voire même vraiment indigeste. Et c'est des choses que vous allez pouvoir constater tout simplement en observant le pot de miel. Si vous constatez plein de microbules à l'intérieur de celui-ci, c'est que c'est un miel qui n'a pas été conditionné dans de bonnes conditions, si l'on peut dire. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de conservation, il y a donc l'humidité qu'il faut éviter, mais est-ce qu'il y a également d'autres facteurs auxquels il faut faire attention ? Alors, si on veut que son miel évolue d'une façon ou d'une autre, on va pouvoir varier. Si on veut qu'un miel reste liquide, il faudra privilégier une température de pièce relativement haute ou, par exemple, le positionner sur une étagère qui est élevée dans la cuisine, là où la température de la pièce sera le plus chaud. Si par contre le consommateur aime bien les miels qui cristallisent, le mettre au contact du froid régulièrement accélérera ce processus. Après, le tenir à l'abri de la lumière, c'est une bonne chose. En fait, on se rapproche du fonctionnement de la ruche. Dans une ruche, le miel est maintenu à température par la chaleur des abeilles et il est à l'abri de la lumière et des UV, tout simplement, ce qui évite sa dégradation. Et oui, c'est logique, vous avez raison. Et alors, en dehors du miel, vous proposez également du pain d'épices. Quels sont donc les secrets de fabrication de ce fameux gâteau ? Alors pour le pain d'épices, le principal secret, c'est le choix des ingrédients. Donc pour ma part, j'essaye de me tourner vers des produits fermiers. La réalisation de mes pains d'épices est constituée, que ce soit au niveau des farines, que ce soit au niveau des œufs par exemple, de produits issus de production locale. Après, le deuxième point, c'est que des fois il faut être un petit peu gourmand pour pouvoir affiner une recette, répondre à une envie bien précise. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas trop rentrer dans les détails de la recette de mes pains d'épices. C'est un secret bien gardé. Et oui, et vous avez raison, c'est bien de garder les secrets pour éviter qu'ils ne se répandent trop vite et surtout pour garder un petit peu de mystère aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Et alors, le pain d'épices a des bienfaits apparemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors le pain d'épices va regrouper les vertus du miel, les vertus des épices. Donc principalement, on va être sur des éléments tonifiants et des éléments sensibles à l'appareil digestif. Là aussi, cela va varier en fonction de la recette, de l'équilibrage et principalement du miel choisi pour cette recette-là. Vous trouverez des études qui ont été faites dans l'univers sportif, notamment dans le cyclisme, sur l'intégration des pains d'épices dans l'alimentaire des athlètes, où on a en fait un petit cocktail de propriétés et quelque chose qui est vraiment tonifiant pour l'organisme. Et oui, j'imagine que ça leur apporte pas mal de choses. Et alors du coup, est-ce qu'on peut choisir n'importe quel type de miel pour fabriquer du pain d'épices ? Alors là, oui, tout à fait. Là, ça va surtout varier en fonction des goûts et des couleurs, comme on dit. Les personnes qui aiment les choses un peu plus robustes vont le plus souvent se tourner vers des miels de châtaignier, des miels de sapin, pour avoir vraiment un goût prononcé. D'autres personnes vont avoir le palais plus délicat et plus se tourner vers des miels type acacia ou même floraux, pour vraiment adoucir cette note-là. C'est quelque chose qu'on remarque, notamment lors des concours de pain d'épices. Vous avez un panel de produits très différents. Alors justement, puisque vous parlez de concours de pain d'épices, il me semble que vous en avez remporté un justement avec les vôtres. Alors oui, j'en ai remporté un dernièrement au sommet de l'élevage, au Fermier d'Or, sur un produit un peu en marge, on va dire, des pains d'épices traditionnels. Sinon, les pains d'épices de l'exploitation sont primés déjà depuis quelques années au concours des miels d'Auvergne.
Ah oui, d'accord. Donc effectivement, une bien belle reconnaissance pour votre travail. Alors, puisque vous parlez justement de pain d'épices un petit peu particulier, on va évoquer vos recettes qui sont dédiées à l'apéro. Mais alors, quelles sont ces recettes justement? Et ben là aussi, on est parti d'une envie gourmande, une association d'idées, de saveurs. Ça s'est pas fait en claquant des doigts, bien entendu. C'est parti d'une petite envie, d'une petite réflexion. Il a fallu sourcer des produits qui puissent convenir à faire un équilibrage. Et l'objectif était, au final, de fournir un petit mariage du pain d'épices et des fromages d'Auvergne. Donc on a travaillé avec 3 fromages. Le premier qui est un AOP bleu d'Auvergne, le second qui est un fromage Salers en production bio, et le dernier qui est un fromage de chèvre qui résulte d'une production à taille humaine. D'accord. Et alors, ça n'a pas trop surpris justement ce petit côté sucré-salé? Alors c'est un peu la réaction qu'on a eue. En fait, le produit fête son premier anniversaire de commercialisation. Lorsque je l'ai introduit l'année dernière sur les marchés, les gens étaient très surpris. En fait, l'association d'idées était complexe pour certains. Et il a fallu passer par la dégustation pour démontrer qu'il y avait quelque chose d'intéressant à le faire. Et on a fidélisé une clientèle autour de ça. Tant et si bien qu'à l'heure actuelle, j'ai une production de pain d'épices traditionnel qui est presque pas plus conséquente que celle des pains d'épices apéritifs. Et puis ça change un petit peu de ce qu'on voit conventionnellement, hein, pour le coup, hein. C'est vrai que d'habitude on mange toujours le fameux pain d'épices en dessert et là on l'a pour l'apéro, donc c'est quand même génial pour le coup. Alors voilà, c'est aussi la petite note qui a fait que le produit a fini de susciter la curiosité, c'est que voyant d'autres consommateurs acheter ce produit-là, les gens se sont interrogés, ils sont venus finalement par réflexion, mais bon, les associations épices, miel, vous en trouvez d'autres de façon plus courante, hein, pour ne pas la citer, la pizza chèvre miel. Et oui, évidemment. Mais là, c'est encore autre chose, hein, pour le coup, hein. Mais c'est vrai que le pain d'épices qui serait aux chèvres ou à un autre fromage, je suis curieux de goûter, hein. Peut-être que je vais passer vous voir dans les prochaines semaines, hein. Ça, c'est possible. Je vous recevrai avec plaisir. Eh ben, écoutez, le plaisir sera partagé en tout cas. Alors, dernier item dans vos créations, vous proposez également donc des vins de fleurs. Mais alors, que sont les vins de fleurs? Alors, le vin de fleurs, pour l'occasion, là, c'est, on va dire, presque un accident et quelque chose qui n'était pas du tout prévu au niveau de l'entreprise. Pour vous raconter l'histoire, en fait, en débarrassant la maison de la grand-mère, on est tombé sur un vieux cahier de recettes. Et parmi celles-ci, il y avait une recette de vin de pissenlit, bon, qui nous parlait plus ou moins, de la curiosité qui nous a attirés vers celle-ci. Donc on l'a essayé tout bêtement. On a laissé le travail se faire, la maturation a avancé, puis on l'a goûté. Et en le faisant goûter à des amis, l'idée a été soumise d'en faire un peu plus et peut-être de le proposer à la clientèle, chose qu'on a faite. Le produit a été relativement bien accueilli et du coup on a même diversifié en migrant vers d'autres plantes. D'accord. Et en fait, dans ce vin de fleurs, il n'y a pas de raisin, il n'y a que des fleurs en fait, c'est ça, hein? Alors le principe, oui, on est sur une production où on travaille avec des fleurs cueillies. On n'a pas d'ajout d'alcool, l'alcool est obtenu par fermentation. C'est vraiment un petit travail de patience et là on retrouve vraiment un savoir-faire d'antan. D'accord. Et alors, où trouvez-vous les fleurs que vous utilisez? Ce sont des fleurs que vous avez tout autour de chez vous peut-être? Alors, c'est très simple. Lors de mes visites sur les ruchers, il m'arrive souvent d'arriver un poil trop tôt ou de finir plus tôt que prévu. Et mon rucher étant sur des prairies qui, pour la plupart, sont dans des espaces préservés, j'en profite pour faire des brins de cueillette lors de mes visites, tout simplement. Eh ben, vous avez bien raison et c'est quelque chose de très reposant pour le coup la cueillette, donc c'est une bien belle activité. Et du coup alors, quels sont les différents types de vins de fleurs que vous proposez? Alors, très prochainement, vous allez voir arriver sur les étals le vin de pissenlit, le vin de trèfle rose et un vin de pâquerette. Donc pour illustrer un peu les notes, sur le vin de pissenlit, généralement, on est sur une note un peu sèche, façon blanc-sec d'Alsace. Sur le vin de trèfle rose, on va être sur quelque chose de très liquoreux, façon un peu muscat. C'est, pour l'occasion, celui-ci, c'est quelque chose qui se propose très bien au moment des fêtes de Noël pour accompagner un foie gras, par exemple.
Sur la pâquerette, on va être sur quelque chose de très très délicat. Les palais un peu sensibles se tournent généralement vers celui-ci. D'accord. Et alors, en général, ce sont des vins qui sont assez fins ou alors plutôt alcoolisés? Alors le taux d'alcool ne dépasse pas celui d'un vin traditionnel, hein, où on tourne au niveau des mêmes degrés pour vous donner un ordre d'idée de la force, avec des petites variations d'une série de production à une autre, parce qu'on travaille à échelle artisanale, hein, on n'est pas sur une recette industrialisée, maîtrisée au petit bout. Donc pour chaque production, on informe le client final sur le taux d'alcool de la bouteille qui a été exactement mesuré, mais on avoisine dans les 12 degrés. D'accord. Et est-ce que les fleurs sont faciles à transformer en alcool? Parce que la fleur, c'est quelque chose de très fragile, notamment par le biais de ses arômes, en fait, hein. Alors, ce qui est important pour justement conserver l'arôme, c'est de cueillir la fleur au bon moment. On va être tributaire à certaines périodes de l'année de l'ensoleillement, donc faut pas attendre que la journée soit trop avancée pour aller en cueillette. Sinon, la fleur sera dépourvue d'une partie de son nectar pour économiser ses réserves. On va privilégier certains moments de la journée. On va être aussi tributaire de la météo parce que si on a des périodes pluvieuses ou autres, on n'aura pas la même qualité si on vient récolter les fleurs dans ces moments-là. Et derrière, on va avoir surtout des fermentations qui peuvent évoluer du tout au tout. Donc il faut vraiment être très rigoureux sur les périodes de récolte et les conditions climatiques au moment de la récolte. D'accord, donc la période et les conditions climatiques ont vraiment leur importance. Et alors, écoutez, je pense qu'on va devoir se laisser parce que le temps passe très très vite en fait. Le sujet est très intéressant, c'est vrai, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et on va donc malheureusement s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux sur lesquels on pourra venir vous rencontrer dans les prochaines semaines? Alors, vous allez pouvoir me retrouver très facilement sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas forcément une grosse activité sur les pages, mais si vous me laissez un message, vous aurez une réponse sous quelques jours. Au niveau des lieux de rencontre, en période classique, vous allez me retrouver sur tous les marchés locaux des Gorges Hautes de l'Allier. Et après, sur des foires, alors, on va penser plutôt sur la partie Puy-de-Dôme, vous allez me retrouver au concours des miels d'Auvergne à Beaumont, qui se tient l'automne, et à la foire biannuelle qui se tient, elle, dans Clermont-Ferrand, rue du 11 novembre, au mois de décembre et au mois de mars. Eh bien écoutez, en tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche avec vos produits ce soir. On vous remercie infiniment Jean-Philippe pour cette interview. On vous souhaite une très très belle soirée et évidemment une très belle continuation en espérant le meilleur pour la suite avec plein de nouveautés, on l'espère pour vous. Merci à vous, très bonne soirée à tout le monde. Et merci encore à vous et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété française et on se retrouve d'ici quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée.